Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à une nouvelle conférence des jeudis du RHNE, ici dans l'auditoire de l'hôpital de Portales. Je me présente, je suis Léonard Blatti, je suis le directeur des finances du réseau hospitalier neuchâtelois et j'ai le plaisir d'introduire cette nouvelle conférence. Apparemment, le thème de ce soir touche beaucoup de monde. J'ai la chance que ce ne soit pas mon cas. Malgré tout, je me réjouis de découvrir beaucoup de choses sur la question de la toux. Je me réjouis de pouvoir assister avec vous à cet exposé qui seront donnés par 3 conférenciers. Le professeur Alain Sauty qui est derrière moi, médecin-chef au service de pneumologie, le docteur Galabassan, ici en vert et blanc, qui est médecin-chef du service de gastro-entérologie, et puis le docteur Adrien Schubert, qui est médecin-chef adjoint au service d'ORL. Rien qu'en lisant le descriptif de cette conférence, j'ai appris et découvert pas mal de choses sur la toux, notamment que ça pouvait être d'origine autre que dans des infections respiratoires. Et je me réjouis donc d'apprendre encore plein de choses dans cette conférence sur ce sujet très intéressant qu'est la toux. Donc, à quoi sert la toux? Quelles sont les causes les plus fréquentes? Quels sont les traitements proposés pour la guérir? Eh bien, les intervenants de ce soir répondront à toutes ces questions. Je rappelle encore qu'au terme de la présentation, il y aura, comme d'habitude, une petite partie réservée aux questions. Et puis enfin, on aura un petit partage autour d'un apéritif par la suite pour prolonger les échanges. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole aux conférenciers et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette conférence. Toux chronique, ça touche beaucoup de monde, mais finalement, probablement que dans un certain nombre de cas, on ne se rend pas compte qu'on tousse. On va commencer par une petite introduction, une discussion sur la prise en charge diagnostique. On va parler ensuite avec mes collègues, le docteur Adrien Schubert, ORL, des investigations ORL qui vont être associées à la prise en charge de la toux. Ensuite, on va parler des investigations digestives complémentaires avec le docteur Hassan. Et puis, je reviendrai à la fin pour discuter de qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien trouvé de particulier. En fait, la toux est un réflexe naturel pour protéger les voies respiratoires. Un réflexe, dans la plupart des cas, c'est un stimulus ou une réaction à quelque chose de néfaste. Vous prenez par exemple le fait de mettre la main sur une plaque électrique chaude, vous allez avoir une information qui vient du bout des doigts jusqu'au cerveau qui vous dit que c'est chaud et votre cerveau va transmettre une information au muscle du bras pour le retirer. Donc c'est une boucle réflexe qui fait intervenir des récepteurs au bout des doigts, le cerveau et ensuite des muscles qui vont engendrer la réaction. En temps normal, tout le monde tousse un peu, environ 4 à 16 fois par jour. Et quand la toux devient excessive, elle devient un problème. Mais quand est-ce qu'elle est excessive? Qui c'est qui définit qu'elle est excessive? Il n'y a pas de norme pour dire à partir de tant de fois par jour, c'est une toux qui n'est pas normale. Donc ça va être plutôt les répercussions que la toux a sur soi-même, sur l'environnement, sur l'entourage. Alors, quelques définitions. Une toux aiguë, c'est une toux de moins de 3 semaines. Ça veut dire en général une toux virale, comme vous en avez tous expérimenté plusieurs fois. Une toux subaiguë, c'est entre 3 et 8 semaines. Ça peut être une toux virale ou infectieuse qui dure un peu plus longtemps. Une coqueluche, par exemple, peut durer jusqu'à 2 mois. Et puis une toux qui dure plus que 8 semaines, c'est considéré comme une toux chronique. La plupart du temps, les personnes qu'on voit pour une toux chronique, c'est souvent plusieurs années de toux. Alors, c'est donc très fréquent dans les consultations, surtout des consultations de pneumologie. La toux qui est liée au tabac, chez des fumeurs qui toussent régulièrement, en général, ce n'est pas un signe d'alerte. Les gens ne consultent pas pour une toux liée au tabac, sauf quand elle change. Et c'est là qu'il faut être attentif. Elle est fréquente dans la population, environ 10% de la population, donc ça fait beaucoup de gens, donc ça fait beaucoup de personnes qui sous-estiment probablement leur toux chronique. Elle est plus fréquente chez les femmes et après 50 ans. Et puis, lorsqu'on a fait toutes les investigations, qu'on a tenté plusieurs essais thérapeutiques et qu'on arrive un peu dans une impasse, dans un échec, on parle alors de toux chronique réfractaire ou inexpliquée avec l'acronyme TOCRI. On y reviendra donc en fin d'exposé. Alors, la toux, elle est considérée comme sévère, invalidante lorsqu'elle est intense, fréquente, qu'elle affecte la qualité de vie, et elle a toutes sortes de répercussions.
Ça peut être d'abord qu'elle dérange l'entourage. C'est des fois l'entourage en fait qui insiste pour consulter parce que les patients ou les personnes touchées en fait finalement banalisent ou se sont habituées à la toux. Ça peut perturber la vie sociale et professionnelle. Il y a des gens qui vont plus au théâtre, qui vont plus au cinéma ou qui sont dérangés dans leur travail. Ça peut interférer avec le sommeil, notamment lorsqu'elle est nocturne. Et puis ça peut entraîner fatigue, céphalée, ça peut même entraîner des syncopes, des gens qui perdent connaissance. Et puis, pas rarement, puisque 50% des personnes concernées peuvent avoir une incontinence urinaire, ce qui est un gros problème. Dans certaines crises de toux, on peut avoir même des fractures de côte chez des personnes qui, par exemple, ont une fragilité osseuse, une ostéoporose. Et puis enfin, à force de tousser, lorsqu'on est un petit peu justement dans l'impasse, on peut développer un état dépressif. Alors comment est-ce que ça marche la toux? Donc la toux, au départ, elle est un réflexe naturel. Donc le but, c'est d'expulser une sécrétion ou un corps étranger. Vous avez ici, comme vous pouvez le voir, un individu avec au milieu cette tache rouge est une sécrétion à évacuer. Alors comment est-ce que se manifeste la première chose? Donc c'est un réflexe qui est assez rapide. Hein. Il y a d'abord une phase inspiratoire. Donc on va prendre de l'air assez rapidement. Et ça peut être disons, un remplissage complet de la cage thoracique. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est une phase de compression. C'est-à-dire qu'on va fermer la glotte. La glotte, c'est la partie du larynx où il y a les cordes vocales. Et on va comprimer à la fois le diaphragme, à la fois les muscles thoraciques pour faire monter la pression d'air. Et ensuite, ça c'est aussi assez rapide, ça peut être moins d'une seconde. Et ensuite, il y a un relâchement, une ouverture au niveau ici, du larynx, des cordes vocales, et l'air est expulsé et entraîne avec les sécrétions ou le corps étranger. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, où est-ce que sont les récepteurs qui vont déclencher une toux? Alors évidemment, on a tout l'arbre bronchique ici, ce qui est les points bleus, la trachée, les bronches. Mais on a aussi d'autres zones. Par exemple, la sphère ORL. C'est pour ça qu'on a besoin de collaborer avec des spécialistes, notamment les ORL. On a aussi des récepteurs au niveau de l'œsophage, et c'est pour ça qu'on collabore avec nos collègues gastroentérologues. Et on a également des récepteurs qui sont au niveau du péricarde, l'enveloppe du cœur, ou même du diaphragme. Et vous avez au niveau, pour vous dire un petit peu de l'étendue, même au niveau de l'oreille, des récepteurs à la toux, ce qui fait que, par exemple, des personnes qui mettent un Q-tips dans l'oreille vont déclencher une toux. Or, cette toux, elle n'a pas de fonction particulière, elle n'est pas naturelle. Donc, il y a beaucoup de zones dans la région thoracique et ORL qui, lorsqu'elles sont stimulées, peuvent déclencher un réflexe de toux. Un schéma un peu compliqué, on va le simplifier. Donc, je vous disais avant, un réflexe, c'est d'abord un signal négatif qui va engendrer une réponse du corps. Donc, le signal négatif, il va être essentiellement médié par le nerf vague. Le nerf vague, c'est un gros nerf qui irrigue ou qui innerve l'abdomen et le thorax. Et vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est tout un réseau en fait de nerfs, comme ça, c'est très complexe, qui innerve en fait toutes ces zones de l'œsophage, des bronches, jusqu'en partie distale. Et puis il y a différentes fibres. Il y a des fibres rapides, des fibres lentes, nerveuses. Il y a des fibres qui vont répondre plutôt à l'acidité, plutôt à la distension, ou bien plutôt à des irritants chimiques. Donc il y a toutes sortes de stimulus qui vont déclencher la toux. Donc le signal va partir de ces zones ici avec toutes sortes de récepteurs, monter au cerveau, au tronc cérébral, et puis ensuite un signal au cortex cérébral qui va lui déclencher l'accès de toux. Alors, il faut essayer de trouver une cause dans la mesure du possible. Donc on va chercher la cause. Mais il arrive parfois qu'il n'y a pas de cause. Donc souvent les toux sans cause identifiées, elles sont précédées par une virose qui, des fois, est arrivée des années avant, 10-15 ans avant. Et puis, en fait, la toux a commencé, elle ne s'est jamais arrêtée. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va d'abord questionner les personnes concernées. On va essayer d'établir la fréquence, la durée. Est-ce que la toux est sèche, productive? Qu'est-ce qui déclenche la toux? Est-ce que la toux est plutôt en petit toussotement, des espèces qu'on appelle l'émage, ou bien des quintes de toux? Ces quintes de toux peuvent des fois s'accompagner de sensations d'étouffement.
ce qu'on appelle des quintes asphyxiantes ou bien des vomissements, ce qu'on appelle des toux émétisantes. Et puis on essaie de voir aussi quel moment de la journée. Et une des choses que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est difficile de savoir combien les gens toussent. Donc on essaie de développer des systèmes et là on a une collaboration avec les PFL pour essayer de trouver un capteur qui permet de mesurer l'atout, de quantifier l'atout. On est plein de capteurs, des montres connectées qui vous donnent le taux d'oxygène, la fréquence cardiaque, comment vous dormez. Et là, on pourra peut-être avoir un système qui vous permet de savoir combien vous toussez. On va essayer de savoir aussi s'il y a des symptômes associés. Par exemple, une perte de poids, un essoufflement, de la fièvre, des saignements, un changement de la voix. Ça, c'est des signes qui vont nous orienter vers des pathologies particulières et qui vont, disons, conduire à des examens bien spécifiques. On va essayer de déterminer aussi s'il y a des facteurs de risque, comme le tabac, l'environnement, est-ce qu'il y a un empoussiérage particulier, des gens qui travaillent avec du métal, du bois, etc. Est-ce qu'il y a certains médicaments, notamment il y a une classe de médicaments qui s'appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui sont des médicaments qui font tousser beaucoup de gens. Et lorsqu'on est en présence d'un traitement de ce type-là, on essaie de le changer pour un autre médicament contre l'hypertension et on regarde si les gens arrêtent de tousser. Et on va voir aussi l'impact de la toux sur la qualité de vie. Les investigations de base, c'est une radiographie des poumons et une mesure de la capacité respiratoire. Par exemple, ici, vous avez une radiographie de thorax. Vous n'êtes pas des spécialistes de radiographie, mais je peux vous dire que c'est une radio qui est normale. Tout ce qui est noir, c'est de l'air. Et puis, il y a les côtes qu'on voit et le cœur qui est une espèce de cloche au milieu. Et on peut se trouver dans des situations comme celle-là où on voit cette espèce de cavité ici. Pardon, ça ne marche pas, mais en fait, cette espèce de rond que vous voyez qui est un abcès pulmonaire. Donc, une simple radio permet d'orienter rapidement vers un diagnostic d'une infection chronique. La fonction pulmonaire se fait dans des appareils particuliers. On ne va pas entrer en détail sur ces mesures-là, mais c'est des cabines qui permettent de mesurer toutes sortes de volumes. Et en fonction des résultats, on va pouvoir peut-être dire que la personne a un asthme ou une maladie liée au tabac, par exemple, ou d'autres pathologies. 90% des toux chroniques, lorsqu'on a pu écarter des diagnostics simples avec les mesures que je vous ai dit, sont liés à 3 maladies: l'asthme, le reflux gastro-œsophagien ou les problèmes apparentés et les problèmes de la sphère ORL, ce qu'on appelle le syndrome descendant ou l'écoulement postérieur, la rhinosinusite, ce qu'on va aborder un peu plus tard. Il y a encore quelques diagnostics comme la bronchite éosinophile, qui est quelque chose qui est un peu apparenté à l'asthme, les dilatations des bronches ou les bronchectasies qui sont souvent suite à des infections parfois anciennes qui peuvent faire tousser, la prise de ces médicaments contre l'hypertension. Et si on combine tout ça, on a à peu près 95% de causes décelées. Alors, une fois qu'on a passé à travers ces premières investigations, eh bien, l'attitude, c'est de traiter ce qu'on pense être le plus probable. Donc, on va faire des espèces de traitements d'épreuve. En premier, on va traiter quelque chose qui ressemble à l'asthme. On va donner un traitement inhalé. L'asthme, c'est quelque chose qui va et vient. Donc, une mesure de la capacité respiratoire normale exclut pas un asthme. Donc, on va le traiter, mais on va le traiter pendant quelques semaines pour savoir si ça répond. Et puis, si ça ne répond pas, à ce moment-là, on va s'orienter plutôt vers une pathologie digestive. Alors, les nouvelles recommandations internationales, européennes et françaises, conseillent de traiter avec ce qu'on appelle ces inhibiteurs de la pompe à protons, là, ces fameux IPP, des personnes qui ont des manifestations de type reflux gastrique, brûlure d'estomac. S'il n'y a pas ces symptômes, en principe, on ne passerait pas par cette étape-là. Et on va associer ce qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire relever un peu le dossier du lit, éviter de manger trop tard avant d'aller se coucher. Et puis on va mettre en place ces mesures pendant quelques semaines aussi. Et si ça ne marche pas, on va être obligé de traiter la sphère ORL avec des lavages de nez, des sprays de cortisone. On est toujours dans un diagnostic de suspicion. Mais vous voyez, c'est un chemin de croix, parce que les personnes qui viennent consulter, tous parfois depuis des années, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose d'urgent. Il faut maintenant faire quelque chose. Et on va traîner encore des semaines. C'est compliqué, mais on est un peu obligé de passer par ces étapes, sauf si elles ont déjà été entreprises avant. Donc, en cas d'échec de traitement de ces 3 phases, alors on va aller plus loin. Et je vais passer la parole au docteur Schubert qui va nous dire un peu qu'est-ce qu'on fait comme investigation ORL complémentaire.
Bonne soirée, mesdames et messieurs. Je suis déjà très bien introduit par mon collègue professeur Sotti et je vais spécifier un petit peu des choses. D'abord, je vais faire un diagnostic différentiel au niveau sphère ORL. Je vais parler un petit peu plus profond, dans la plus profondeur d'une rhinosinussite chronique. Je vais parler très vite d'une aspiration et après passer la parole à mon collègue de gastroentérologie, Dr Hassan. Et je montre quelques images d'un reflux, dessiné d'un reflux dans le larynx, le pharynx. En premier, comme c'était déjà dit, on peut suspecter un écoulement postérieur. Ce qu'on voit ici déjà très bien, c'est pas joli, mais c'est évident, causé par une rhinosinussite chronique et ou un reflux, comme c'était déjà dit. Ce sont les deux causes les plus fréquentes pour tout chronique. Aspiration et une irritation du nerf du vague, comme il a déjà dit. Si on met un coton-tige, normalement il faudrait éviter de mettre des cotons-tiges. Les oreilles n'aiment pas trop ça, mais ça peut causer de tout. Aussi au niveau de ce système compliqué, il y a beaucoup des endroits où ça peut donner une irritation sur le nerf vague. Rhinosinussite chronique, on peut poser le diagnostic si pendant plus de 12 semaines, au minimum 2 de ces 4 symptômes sont présents. Obstruction nasale, une sécrétion soit antérieure ou postérieure, comme un écoulement postérieur, des douleurs ou une pression au visage, ou une diminution de l'odorat. Ici, ce sont 3 images d'un scanner de la face. Ce sont des coupes comme ça. Là, on voit un scanner normal avec des sinus bien aérés, libres. Et là, on ne voudrait pas suspecter que le patient a des problèmes au niveau du nez. Si on voit que cette image, là, c'est une image d'une rhinosinussite chronique avec des muqueuses épaissées, aussi l'ethmoïde, les cellules ethmoïdiales sont partiellement remplies par des sécrétions. Et là, c'est, on dit un full house, avec tous les sinus remplis par des polypes et des sécrétions. Ça, ce sont les yeux. Comme ça, c'est... Oui. Ça, c'est une petite vidéo, comment le nez regarde de dedans. C'est un cas avec une rhinosinussite chronique avec des polypes. Ça, c'est le septum cornée inférieur. Je vais montrer après des autres images. Ça, c'est déjà un polype assez épais et solide. Des sécrétions. Ça, c'est l'épipharynx. Et ici en bas, ça descend dans le pharynx et après le larynx. Ici, on a des écoulements là. Ça peut irriter au niveau du larynx et causer la toux. Le cornée moyenne. Ici, on a c'est la région où l'odorat est localisé. Le nouveau septum, ça c'est l'autre côté, cornée inférieure. Et là, on voit une jolie déviation septale. C'est même ça peut donner une irritation dans les parois latérales. Ça peut produire des sécrétions qui tombent et causer la toux. Un petit peu l'anatomie du nez. Ça, c'est la paroi latérale, pointe du nez. Là, les 3 cornets. Comme j'ai déjà montré ici en haut, c'est la région de l'odorat. Sous le cornet moyen, il y a la plupart des sinus qui sortent. Et
souvent les gens ne savent pas, quand on ne respire pas vers le haut, on ne respire pas dedans. La plupart de l'air passe ici dans le méa inférieur. C'est l'épipharynx, ça tombe ici, ça c'est la luette dans le pharynx. Quoi cause la rhinosinusites chronique? Soit c'est on peut dire une dysfonction du système immunitaire. Dans quelques cas, on peut identifier une allergie, soit au pollen ou acarien, où il y a un syndrome spécifique ou ça inclut une allergie aux aspirines. On peut diviser les sinusites chroniques dans des cas avec ou sans polypes. C'est une autre image avec des autres jolis polypes translucides. Mais vous voyez ici déjà de nouveau beaucoup de sécrétions. Et si ce n'est pas bien contrôlé, c'est coincé ici, ça peut causer des irritations qui ne sont pas très agréables. Comment on peut traiter une rhinosinusie chronique? Ces traitements de rhinosinusie chronique, pas spécifiquement la toux, mais si ça cause un toux, on le traite pareil. Le traitement de base, c'est une touche nasale et de pommade pour soigner les muqueuses et diminuer un petit peu l'irritation. C'est comme un escalier de traitement. Si ça ne fonctionne pas assez, si des symptômes persistent encore, on peut ajouter des corticoïdes topiques par spray ou par des gouttes. Et là, c'est toujours très important pour nous de bien parler avec les patients, parce que si je dis c'est un spray avec des cortisons, non, c'est revenu. Les patients sortent la consultation parce qu'ils ne veulent plus, parce qu'ils ont peur, mais c'est vraiment, ça reste dans le nez et ça ne cause pas du tout des problèmes systémiques. Et c'est aussi important à savoir que ce n'est pas comme un spray normal, ce que vous utilisez en cas d'une rhinite en IFRS. Ça ne réagit pas tout de suite, ça prend 2 à 3 semaines jusqu'à ce qu'on peut découvrir un effet de cette thérapie. Et c'est important de ne pas le sprayer vers le milieu, il faut le sprayer vers le côté. Comme j'ai déjà dit, on n'a pas du tout un effet systémique. Si on prend prise de sang, on ne découvre presque pas du tout dans le sang des traces de cet médicament. Comme ça, c'est pas du tout quelque chose d'avoir peur de ça. Si on a aussi un échec de ce traitement, dans quelques cas particuliers, on peut encore essayer des médicaments systémiques, des corticoïdes systémiques. Là, c'est l'autre histoire, ou des antibiotiques à long terme, mais en principe, on voudrait discuter une opération où on voudrait ouvrir les sinus, comme ça ils sont mieux aérés et les sorties sont plus bouchées. Cette opération on fait dans une anesthésie générale, transnasale, ça veut dire par caméra vers le nez. Après, on n'a pas de trace de l'opération d'extérieur, on n'a pas de cicatrice. On ouvre les sinus comme ça, ils sont mieux drainés. Et on peut aussi mieux accéder les sinus avec les médicaments topiques. Dans les derniers 2-3 années, on a encore reçu la possibilité de prescrire des nouveaux médicaments, mais ça c'est dans des cas très particuliers, on a cette possibilité. Après, des petits mots sur l'aspiration. La déglutition, c'est un reflet très compliqué, mais on pense jamais de ça parce que déjà depuis le premier seconde de notre vie, déjà dans le ventre du maman, on commence à avaler, mais en principe, c'est quelque chose de très compliqué.
Et si on a un problème là, on peut aspirer comme ça peut couler dans les poumons et faire une irritation. Ça peut arriver si on a un cancer ou des maladies systémiques comme des troubles au niveau de neurologie, où il y a beaucoup des autres choses assez rares. Ça, c'est pas quelque chose de très très fréquent comme cause pour la toux. Et là, je fais déjà le transfert à mon collègue de gastroentérologie qui va parler du reflux. Je peux vous montrer là. C'est de nouveau le nez avec des traces d'une inosinosie chronique. Ce patient, le doigt infernale. Là, vous voyez vraiment bien la sécrétion qui coule. Et la luette de derrière passe de la langue, l'épiglotte. Il a le larynx avec les cordes vocales ici. Maintenant, le patient dit I. Et ici, ça c'est l'entrée de l'œsophage. On voit un édème translucide comme signe pour un reflux. Alors, pour avancer, c'est là. Avancer, okay. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Dr Hassan, je suis gastro-entérologue et je vais essentiellement vous parler du reflux gastro-œsophagien qui peut être responsable de la toux. Donc le plan que je vais suivre est voici. Donc d'abord, je ferai un très bref rappel sur les différents types de manifestations de la maladie du reflux avant de passer à la principale partie de cet exposé qui sera la démarche diagnostique devant une toux chronique. Puis je dirai un mot sur le traitement qui certainement sera abordé aussi par le docteur Sotti. Quelles sont les manifestations du reflux gastro-œsophagien? Nous avons deux types de manifestations. Comme vous voyez ici, c'est les manifestations digestives, c'est-à-dire très souvent les gens viennent nous voir pour notamment ce qu'on appelle un pyrosis. C'est quoi un pyrosis? C'est des brûlures ascendantes rétrosternales qui parfois peut entraîner ce qu'on appelle dans le jargon médical le signe de lacet, c'est-à-dire il suffit que la personne veuille attacher ses lacets pour qu'il ressente de l'eau chaude remonter dans l'ésophage. Ça, c'est les signes digestifs. Principalement, les gens peuvent aussi ressentir des brûlures de l'estomac. C'est déjà un tout petit peu moins spécifique, mais c'est digestif de toute façon. Et le signe le plus typique, c'est les pyrosis. Maintenant, associé à ça, nous avons ce qu'on appelle les manifestations extra-digestives ou nous, en gastro-entérologie, nous appelons les manifestations atypiques, en tête de lesquelles, par exemple, il y a les manifestations respiratoires représentées par la toux chronique qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons aussi des manifestations ORL, des douleurs thoraciques, des manifestations dentaires, c'est-à-dire des gens peuvent même avoir des douleurs dentaires juste en raison de ces remontées acides ou de cette maladie de reflux. Alors, ces manifestations typiques, notamment le pyrosis, sur lequel j'insiste parce qu'il est très spécifique, peuvent être associés à la toux ou à d'autres signes extra-digestifs où il peut être isolé. La toux, donc, peut être associé à un pyrosis ou pas. Quelle est la démarche diagnostique face à un patient qui porte une toux chronique? Alors, là, ici, un tout bref rappel, depuis que notamment Dr Sotti est là, nous collaborons énormément. Et puis, les gens qui ont la toux
comme les autres symptômes peu spécifiques du reflux, c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'inquiétudes, comme Alain disait tantôt, ils toussent depuis très longtemps, ils ont des douleurs thoraciques depuis très longtemps. Donc, c'est des gens qui ont fait un peu le tour de beaucoup de médecins. Donc, nous avons l'avantage de collaborer beaucoup et nous orientons déjà vers le pneumologue qui prend un petit peu le lead, comme c'est le cas de cette conférence et tout. Alors, face à un patient qui m'est adressé par exemple par Alain, pour tout, 3 questions s'imposent chez nous. C'est d'abord de comprendre le mécanisme en cause de la toux, c'est-à-dire par quels moyens ces remontées acides peuvent générer la toux. Y a-t-il des remontées acides vraiment? Et comment le prouver? Et la 3e question, et pas des moindres, qu'on oublie souvent, qui a son importance, et vous le verrez pourquoi, c'est s'il y a une maladie de reflux, même documentée, est-ce qu'il y a vraiment un lien avec cette toux? C'est ça c'est une question importante. Donc très rapidement, la toux chronique peut avoir 4 mécanismes. Le plus important, c'est la théorie du reflux, c'est-à-dire les remontées acides vont irriter les voies aériennes, parce qu'on appelle les micro-aspirations bronchiques. La personne, elle dort la nuit, elle ne se rend pas compte, mais elle noie un petit peu, l'acidité remonte, et c'est par ce mécanisme direct, c'est le principal mécanisme. Associé à ça, il peut y avoir des réflexes vago-vagales qui font tousser la personne, une hypersensibilité viscérale, et il peut y avoir aussi des facteurs psychogènes, notamment l'anxiété, parce que c'est quelqu'un qui tousse depuis longtemps, ça le stresse, il tousse davantage, il ne dort pas, etc., etc. Comment prouver le reflux gastro-œsophagien? C'est les modalités diagnostiques. Alors, l'examen de première intention, c'est la gastroscopie ou endoscopie ésogastro-duodénale. Je pense que vous avez certainement entendu parler de ça. C'est un examen qui dure 5 à 10 minutes, très simple, qui consiste à introduire une caméra par la bouche et explorer la muqueuse de l'œsophage jusqu'au niveau de l'estomac. Ça, c'est l'examen de première intention. 2 autres examens sont associés, c'est ce qu'on appelle le bilan, les explorations fonctionnelles digestives, manométrie ésophagienne et pH-métrie ou pH-métrie de 24 heures, et j'y reviendrai. Un tout petit point, c'est que les explorations fonctionnelles digestives, malheureusement, ne sont faites que chez nous et pas dans le service de gastro-entérologie de RHN dans le canton. Alors, l'examen de première intention, comme je disais tantôt, c'est la gastroscopie qui permettra de rechercher. La gastroscopie ne diagnostique pas les remontées acides en elles-mêmes, mais elle diagnostique les signes indirects. Donc, je pourrais formellement affirmer que la personne ou le patient fait du reflux s'il y a une œsophagite sévère, si l'œsophage est tellement irrité et ulcéré qu'il se sténose, comme on voit sur la photo. Alain, comment tu fais pour oups. D'accord. Désolé, hein, j'ai... Ok, écoutez, c'est pas grave. Ah, d'accord. Ok, c'est là. Voilà. Donc, comme vous voyez sur cette image, normalement, la muqueuse ésophagienne, elle est rose pâle. C'est ce que vous voyez là. C'est ça, normalement, la muqueuse de l'œsophage. Vous voyez que l'œsophage a été tellement irrité qu'il est ulcéré. C'est la chose blanchâtre là. Et vous voyez une différence de calibre entre la muqueuse pâle et la muqueuse blanchâtre qui est ulcérée. C'est ce qu'on appelle une sténose. Donc, si j'ai une œsophagite ou si j'ai une sténose, j'ai plus besoin de grand-chose. Comme on dit, il n'y a pas de fumée. Sans feu, c'est clair, la personne fait du reflux. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle la muqueuse de Barrett. Je vais m'attarder un tout petit dessus. La muqueuse de Barrett, c'est quoi? C'est la personne quand elle fait du reflux pendant 1, 5, 10, 20 ans, la muqueuse de l'œsophage se transforme en muqueuse gastrique parce que l'acidité, elle est faite pour être dans l'estomac. Malheureusement, la muqueuse de Barrett,
est une pathologie précancéreuse. C'est ça. Donc, le reflux gastro-œsophagien, certes, c'est une maladie bénigne, mais vous voyez déjà les conséquences. Il peut donner un cancer par le biais de la muqueuse de Barrett ou de l'endobrachyésophage. Donc, pour faire court, si j'ai une œsophagite sévère, c'est-à-dire des grosses ulcérations dans l'ésophage, si j'ai l'ésophage qui est rétréci, la personne ne peut plus avaler, ou si j'ai un endobrachyésophage, encore appelé muqueuse de Barrett, j'ai plus besoin de grand-chose. J'affirme formellement, cette personne, elle fait du reflux gastro-œsophagien qui peut être ou pas responsable de la toux pour lequel le patient m'a été adressé. Ensuite, malheureusement, dans la grande majorité des cas, l'ésophage est un tout petit peu irrité, comme on voit ici, par exemple, un tout petit peu irrité. Vous avez, c'est ce qu'on appelle l'œsophagite de grade B. Vous voyez le petit trait blanc, où la gastroscopie est quasiment normale. Donc, à partir de là, je ne peux rien dire. Il faut que je continue les investigations. Mais un point essentiel, la gastroscopie, certes, c'est l'examen de première intention qui nous permet, mais il ne permet pas de faire le lien entre la toux pour lequel le patient m'a été adressé et cet éventuel reflux gastro-œsophagien. Donc, c'est pour ça que je passe... Non. Ah, désolé. Donc, le deuxième examen, c'est la manométrie œsophagienne qui, je vais aller un peu plus vite ici, qui nous permettra d'étudier la motricité de l'ésophage et de mesurer la pression de fermeture de ce qu'on appelle le sphincter inférieur de l'ésophage ou clapet, c'est-à-dire la frontière entre l'ésophage et l'estomac. Donc, en d'autres termes, la manométrie œsophagienne me permettra de rechercher d'autres conditions qui peuvent favoriser le reflux, notamment un clapet béant, qui peut être responsable des remontées acides, ou une motricité de l'ésophage qui n'est pas bonne et qui peut être aussi responsable de remontées acides. Troisième examen, très important, c'est la pH-métrie et la pH-impédance-métrie. C'est des examens, de toute façon, qui sont très proches, mais qui consistent à introduire une sonde munie de capteurs par la narine et on la descend jusqu'au niveau de l'estomac. La pH-métrie, elle permet de détecter du reflux acide, alors que la pH-impédance-métrie, souvent, elle est demandée en deuxième intention, elle détecte le reflux acide et non acide. Donc, finalement, la pH-métrie, c'est l'examen, le juge de paix pour confirmer ou infirmer le reflux gastro-œsophagien. Et encore plus important, c'est l'examen qui pourra nous faire le lien et dire de façon définitive que la toux pour lequel le patient m'a été adressé est relié à l'éventuel reflux comme a permis de diagnostiquer la pH-métrie. Parce que ce qui arrivait souvent, surtout il y a quelques années avant que toutes ces techniques d'investigation ne soient développées, on incriminait très facilement des remontées acides. Et c'est quoi le risque dans ce cas-là? On opère une personne qui a ce qu'on appelle une hernie hiatale et du reflux qui tousse. Mais certes, il a du reflux, mais la toux n'a pas de lien avec la maladie de reflux. Et puis la personne, elle s'est fait opérer et tout, mais elle continue malheureusement de tousser parce que le reflux n'a pas de lien. D'où l'importance de toutes ces investigations. Finalement, donc, la pH-métrie me permettra de confirmer le reflux gastro-œsophagien si j'ai, ça c'est très technique, temps d'exposition à acide supérieur à 6% ou nombre de reflux à 80%, non, à 80 reflus, si l'impédance détecte plus de 80 reflux en 24 heures. Mais c'est très technique tout ça. Et puis, l'élément important dont je vous parlais tantôt, c'est l'association entre la toux et le reflux gastro-œsophagien. Nous prenons le temps de nous assurer, même s'il y a du reflux, est-ce que la toux est vraiment reliée à ce reflux? Pour cela, on utilise deux index qu'on appelle l'index SI et l'index SAP. Là aussi, c'est un peu technique, mais c'est très facile. C'est les appareils qui nous aident à le faire. Et vous voyez que, mais par contre, j'ai mis un petit boîtier ici, c'est-à-dire la balle est en partie dans le corps du patient.
qui signale à chaque fois qu'il a un symptôme. Et donc, si le patient ne signale pas beaucoup de symptômes, moins de 3 symptômes, s'il a toussé moins de 3 fois, le lien, parfois, il est difficile à être établi. Alors, d'autres examens pour diagnostiquer le reflux ont été discutés, mais très peu spécifiques, hein, et on l'utilise de moins en moins. Le test thérapeutique aux IPP, peut-être que je laisserai Alain en revenant dessus. Alors, voilà un arbre décisionnel, mais encore une fois, c'est une conférence publique et je vais pas, c'est assez technique. Pour faire court, l'endoscopie, elle peut nous permettre de dire il y a très probablement du reflux si elle trouve des signes directs ou pas. C'est là où on peut passer à d'autres examens et tout. Après, si vous avez des questions, je pourrais en répondre. Je pourrais répondre aux questions. Le traitement, alors il est très difficile, le traitement de la toux chronique. Pourquoi? Parce que la toux est souvent de causes multiples, malheureusement. Alors avec ma petite expérience, et puis ce qu'on constate, c'est que même quand il y a du reflux, comme je disais tantôt, encore qu'il faut que ce reflux soit relié à la toux. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, même s'il est relié, même si la toux est en partie reliée, oui, ou causée par le reflux, si souvent nous constatons que ce n'est pas la seule cause. Pourquoi nous constatons cela? Parce que le patient est mis sous IPP, c'est des médicaments qui coupent l'acidité, mais malheureusement le patient continue encore à tousser. Donc la toux, la complexité et la difficulté de la toux, c'est ça, c'est qu'elle est multicausale. Alain a parlé tantôt d'asthme, tout. Voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'est comme j'ai mis ici, quand il y a du RGO confirmé, et quand il y a RGO, c'est un terme pour dire reflux gastro-œsophagien, quand il y a du reflux confirmé par notamment la pH-métrie, c'est un facteur prédictif de bonne réponse. C'est-à-dire, on sait au moins qu'on a un peu plus de chances qu'il y ait des réponses. Par contre, souvent, on voit des gens qui n'ont même pas de reflux et qui sont mis sous IPP, donc ça, c'est un peu absurde. Si le reflux est prouvé, oui, IPP, c'est les médicaments contre l'acidité. Comme je l'ai mis ici, prudence avec la chirurgie. Autant les signes typiques dont je vous parlais tantôt, pyrosis, chez quelqu'un qui a une grosse hernie, on peut l'opérer. Autant la toux, la chirurgie, il faut faire preuve de prudence. Voilà. Voilà, merci à mes deux collègues qui ont fait un peu le parcours des investigations complémentaires. Et puis voilà, si on se trouve dans la situation où on a essayé des traitements, on a fait des investigations, et au bout du compte, il n'y a ni asthme, il n'y a ni reflux, il n'y a ni pathologie ORL, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a quelques compléments d'investigation qu'on peut faire, qu'on aura peut-être fait avant, ça dépend un petit peu de l'histoire. Il faut savoir que les apnées du sommeil, qui est un phénomène assez fréquent, peut faire tousser. On pense que c'est lié au fait qu'il peut y avoir une inflammation des voies respiratoires par les apnées et le ronflement, et ça peut créer du reflux gastrique à cause des dépressions, parce que quand on fait une apnée, on a la gorge bloquée, on essaie de respirer, et ça peut créer en fait du reflux. Donc ça, c'est une possibilité. On peut faire un scanner des poumons en fonction de la situation, éventuellement une bronchoscopie. Ça va toujours dépendre des situations, c'est pas du tout du standard. J'ai eu une situation une fois d'une personne qui toussait depuis plusieurs semaines et qui ne s'est pas rendu compte qu'elle avait broncho-aspiré un petit pois. Donc en faisant la bronchoscopie, on s'est rendu compte qu'un petit pois était encastré dans une branche. Donc en levant le petit pois, le problème s'est résolu. C'est pas malheureusement aussi facile que ça la plupart du temps. Et puis, il y a ce qu'on appelle le syndrome de somatisation de la toux, ce qu'on appelait avant la toux psychogène. C'est une toux qui a une caractéristique particulière parce qu'elle survient souvent lors de moments de stress. Quand les gens sont tranquilles, ils ne toussent pas. Tout d'un coup, ils doivent parler, ils doivent faire quelque chose et ils commencent à tousser ou ils sont irrités. Donc ça, c'est une possibilité. À ce moment-là, la thérapie est un peu différente.
Mais maintenant, si on est en présence d'une toux inexpliquée, qui ne répond pas au traitement, c'est donc cette toux chronique réfractaire ou inexpliquée, et on pense qu'elle est liée à ce qu'on appelle l'hypersensibilité du réflexe de toux. Ce réflexe dont je vous ai parlé, qui est physiologique, qui fait partie d'un réseau de petits nerfs du nerf vague, peut devenir beaucoup trop sensible. Vous avez ici un schéma qui ressemble un petit peu à celui que je vous avais montré avant. Vous avez donc ici le larynx vu de profil avec ici l'épiglotte, l'entrée de la trachée. Et puis vous avez ces petits nerfs qui sont dessinés ici, qui sont ces petites fibres avec ces récepteurs qui vont réagir en fonction de la situation pour déclencher la toux. Et en fait, les nerfs vont conduire l'information à la base du cerveau qui va ensuite aller vers le cortex cérébral. Et vous voyez en fait, ces termes ici au nom barbare sont en fait le nom de ce qu'on appelle des récepteurs à la toux qui sont sur les nerfs. C'est en fait des petits capteurs qui vont détecter l'acidité, détecter un irritant, etc. Donc il y a toute une série de ces récepteurs qui peuvent être stimulés. Et les caractéristiques de l'hypersensibilité du réflexe de toux, elles sont multiples. C'est surtout des gens qui toussent pour tout et rien, sans qu'on puisse vraiment donner un facteur clair. Alors ça peut être par exemple précédé par un espèce de picotement du fond de la gorge, déclenché par ce qu'on appelle des stimuli non tussigènes, ça veut dire qu'ils normalement ne font pas tousser, comme la parole, le rire. Ça peut être des stimuli inhalés comme des odeurs toutes simples, un parfum. Ça peut être parfois des toux qui sont impossibles à contrôler, qui sont vraiment très handicapantes. Et puis les facteurs déclenchants sont, comme je disais, disons, non particuliers, c'est-à-dire le chant, la parole, le rire, la respiration profonde. Ça peut être les changements de température, ça peut être des irritants, l'eau de javel, etc. Ou ça peut être la position dorsale quand on dort sur le dos. Ça peut être le repas, l'exercice. Donc il y a beaucoup de facteurs. On n'arrive pas vraiment à identifier quelque chose de très précis. Alors si je reviens sur ce schéma-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme traitement médicamenteux ? Alors en fait, on va essayer d'agir sur ces nerfs. On va essayer de calmer ces nerfs qui sont trop sensibles. Un peu comme on le fait dans l'épilepsie. L'épilepsie, vous avez aussi un déclenchement de crise épileptique parce que vous avez des nerfs qui réagissent beaucoup trop facilement. Donc on va essayer de mettre un couvercle sur ces nerfs. Alors on va agir de différentes manières. Il y a ce qu'on appelle les neuromodulateurs, comme par exemple la gabapentin ou la prégabaline. Les noms, c'est le Neurontin ou le Lyrica. Il y a peut-être des gens qui connaissent le Lyrica parce qu'on l'utilise volontiers dans des douleurs chroniques, des douleurs lombaires ou d'autres pathologies. Ces médicaments diminuent la sensibilité des nerfs, pas en particulier des nerfs impliqués dans la toux, mais dans d'autres situations aussi. Donc on peut les utiliser à dose progressive pour essayer d'agir sur cette stimulation excessive. Et ils agissent sur des canaux calcium, c'est un de ces détecteurs particuliers. Il y a la morphine. Alors la morphine, elle fait peur. Les gens ont moins peur de la codéine. Prendre de la codéine, c'est assez banal. Mais la codéine rend plus dépendant que la morphine. Et des petites doses de morphine agissent sur des récepteurs à la morphine qui sont impliqués dans la toux. Donc ça peut être très utile. Il y a un médicament qui s'appelle l'amitriptyline ou le sarotène, qui est un antidépresseur qui agit alors de façon un petit peu plus large et qui a donné des très bons résultats dans un certain nombre de cas pour la toux à petite dose. Et puis, plus récemment, sont arrivés des médicaments qui vont essayer d'être plus précis sur ces fameux récepteurs, ces détecteurs de toux. Et il y a un médicament qui s'appelle le gefapixant, qui est déjà autorisé au Japon, qui est en cours d'acceptation en Europe et aux États-Unis, qui se donne par injection et qui va agir précisément sur un récepteur. Alors, il y a d'autres médicaments en cours d'investigation pour essayer d'être le plus précis possible, d'avoir le moins d'effets secondaires et d'agir vraiment sur ces nerfs qui déclenchent la toux. Maintenant, si vous êtes un tousseur chronique et puis que vous devez avoir une intervention, parler et essayer de ne pas tousser, le menthol est utile. C'est de courte durée d'action, mais ça peut rendre service pour un téléphone, pour une conférence, pour différentes situations. En revanche, les antitussifs habituels qu'on trouve en pharmacie ne sont pas recommandés pour la toux chronique.
en général, ne marche pas. Ce qui peut marcher, c'est le côté sirupeux, donc collant, ou le miel, par exemple, marche aussi très bien. C'est plutôt quelque chose qui agit localement, mais ça n'a pas un effet au niveau cérébral, si vous voulez, pour diminuer la toux. En plus de ces mesures médicamenteuses, on essaye aussi d'avoir des traitements non pharmacologiques, comme par exemple l'orthophonie fonctionnelle, la logopédie. C'est des techniques pour essayer de rééduquer un peu les cordes vocales qui, à force de tousser, sont irritées et peuvent entretenir la toux. La physiothérapie respiratoire peut aussi aider à contrôler la respiration et la toux. Il y a d'autres techniques comme la méditation, la sophrologie qui peuvent s'associer pour essayer d'avoir un meilleur contrôle et être plus détendu. Donc pour conclure un peu ce qui a été dit ce soir, la toux chronique, elle est souvent invalidante. La plupart des personnes qui viennent nous voir avec une toux qui dure depuis plusieurs années sont toujours en bon état. Ce pas des gens qui ont une maladie chronique. Donc au fond, souvent, on arrive dans une situation où on a épuisé un petit peu toutes les ressources thérapeutiques et d'investigation. Mais ce n'est pas une maladie grave, mais elle est invalidante. Je parle pas de tout le monde, évidemment. Alors, donc, comme je disais, la toux chronique qui dure plus de 8 semaines est considérée comme donc chronique et elle doit faire l'objet d'une prise en charge diagnostique rigoureuse et structurée. Et c'est important d'être en partenariat parce qu'on a besoin de pouvoir communiquer et de pouvoir aller de l'avant d'une façon structurée. La toux chronique réfractaire ou inexpliquée est une toux chronique qui ne répond pas au traitement habituel et qui est liée à cette sensibilité excessive du réflexe de toux qui a pu être déclenchée par un virus il y a des années, qui a pu être déclenchée par un reflux au départ qui n'est peut-être pas présent ou plus présent, mais la toux continue de façon prolongée. Et donc l'utilisation de neuromodulateurs en attente de traitements plus spécifiques, qui j'espère vont arriver prochainement, est recommandée dans la TOCRI. On a aussi besoin de ces fameuses mesures de la toux, parce que quand vous donnez un traitement, si vous demandez aux personnes est-ce que ça va mieux, c'est difficile de dire. Et si vous avez mal à la tête et que tout d'un coup vous n'avez plus mal à la tête, vous n'êtes pas rendu compte que vous n'avez plus mal à la tête. C'est un peu la même chose avec la toux. Si vous arrêtez de tousser, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. C'est des fois l'entourage qui va pouvoir dire oui, vous toussez moins, ou bien non, ça n'a rien changé. Donc c'est difficile d'avoir vraiment une mesure précise de l'effet thérapeutique. Dans les études, on étudie un médicament, on a des capteurs qui enregistrent la toux. Après, la toux, elle est mesurée à la main, on compte l'épisode de toux, mais vous voyez, c'est assez fastidieux. Et puis, on associe aussi au traitement des approches non pharmacologiques, comme je disais avant, la logopédie. En France, il y a ce qu'on n'a pas en Suisse. En France, il y a un groupe médical de pneumologues qui a été créé il y a plusieurs années. Et il y a des centres spécialisés pour la toux chronique, ce qu'on n'a pas en Suisse, qui est un peu difficile à avoir. Et les médecins ont poussé les patients à créer un groupe qui est l'association des tousseurs chroniques, où il y a un partage d'expériences, où on se sent un peu moins seul, parce que parfois, on ne connaît pas forcément des tousseurs chroniques. Hein, c'est pas, ça, même si c'est pas si rare que ça, on n'a pas forcément dans l'entourage des gens qui ont la même expérience. Donc, si jamais des personnes sont intéressées, vous trouvez ça sur Internet facilement. Et là, je termine par le diapositive qui vous dira quelles sont les prochaines conférences. Je ne sais pas si vous voulez toucher un mot. Non, les prochaines conférences, vous êtes les bienvenus, bien sûr, mais l'idée surtout maintenant, c'est que vous puissiez poser vos questions à nos intervenants du soir et ils vous apporteront les réponses éclairées. Donc, l'important, c'est que vous posez vos questions dans le micro puisque la conférence est filmée. Donc, vous levez la main, je vous donne le micro. Moi, à part le risque de cancer, je préfère tousser et pas passer par tous ces examens. Sachez que, en tout cas pour la gastroscopie, contrairement à la façon dont ça se faisait il y a plusieurs années, où on avalait le tube, ce qui était assez désagréable, actuellement, les gens sont quand même endormis et ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Mais, d'accord.
D'accord. Oui. Alors, oui, certainement. Donc, c'est beaucoup pour vous. Je pense que si ça ne vous dérange pas et que ça ne dérange pas l'entourage et que au fur et à mesure des années, vous n'avez pas eu d'autres signes particuliers de maladie, après, voilà, hein, chacun est libre de faire comme il veut. Des antidouleurs quand je ne peux pas supporter, mais j'en prends. Alors, est-ce qu'il y a un rapport? Comment on peut le savoir? Oui. Disons, les antidouleurs n'ont pas d'effet sur la toux. Il se manquait aspirine. C'était une cause possible. L'aspirine peut être une cause d'asthme ou de polype, donc c'est secondairement que ça peut faire tousser. Bonsoir, juste une question. La vidéofluoroscopie, est-ce qu'elle rentre dans les examens possibles pour déceler la toux ou pas? Et donc, précisément, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une bonne question en fait. Mais ce qui est important de comprendre, d'abord, c'est le symptôme, la toux, comme le docteur Sauty le disait, la toux peut avoir plein de causes. Si le médecin suspecte du reflux gastro-œsophagien dont je parlais, là, on sera obligé de passer par une gastroscopie. Alors la gastroscopie, je me le suis faite. Moi-même, c'est un examen extrêmement basique. Il y avait une trentaine d'années, on utilisait un tube rigide et je vous l'accorde, c'était difficile. Aujourd'hui, le patient est endormi, on utilise un tube souple de près de 9 mm de diamètre. Certains en 5 mm de diamètre, on les introduit même par la narine. Donc la gastroscopie, vous pouvez trouver sur YouTube des gastro-entérologues qui s'amusent à se les faire eux-mêmes pour dire que c'est pas grand-chose la gastroscopie. Il y a des examens, je vous accorde, qui sont extrêmement sophistiqués avec beaucoup de risques, mais la gastroscopie, par contre, elle peut détecter des cancers, comme je vous l'avais dit. Maintenant, pour revenir à votre question, la vidéofluoroscopie, elle fait partie de la panoplie des examens que nous utilisons. Elle est dispensée par les radiologues qui font avaler. Alors, le terme synonyme, c'était le transit ésogastro-duodénal. C'est-à-dire, on fait avaler à la personne de la barite et en film, c'est-à-dire avec la radiographie, on arrive à voir un peu comment fonctionne l'ésophage. Mais l'examen qui est mieux, en fait, il se complète, hein, parce que je ne veux pas que les radiologues écoutent et me fusillent. C'est la manométrie ésophagienne. Tous ces examens, ils se complètent, en fait. Je ne sais pas si mes collègues veulent... Voilà, elle est dispensée. La vidéofluoroscopie est dispensée par les radiologues. Et c'est une... Si on prend un médicament contre les reflux, est-ce qu'on devrait les prendre à vie ou bien c'est dangereux? Alors, les médicaments, d'abord, ça dépend du type de médicament que vous prenez. Je suppose que vous faites allusion aux inhibiteurs de la pompe à proton, les pantoprazole, l'enzoprazole, voilà, des choses comme ça. Alors, c'est des médicaments, franchement, qui ont peu d'effets secondaires, peu par rapport à beaucoup d'autres. Comme mais, par exemple?
justement, j'y viens, le principal effet secondaire, pas confirmé complètement, mais que l'on suspecte, c'est les polypes glandulokystiques. C'est quoi? C'est un gros terme pour dire qu'il y a des petites excroissances qui apparaissent dans l'estomac. Mais c'est quand la personne, elle a 25 ans par exemple, elle commence à avoir du reflux, on fait des symptômes, et elle le prend jusqu'à 50 ans. Vous voyez, c'est là que ces polypes apparaissent. Ces polypes, contrairement aux polypes du côlon, ne donnent pas de cancer. Les polypes glandulokystiques qui sont suspectés d'être secondaires à ces médicaments ne donnent pas de cancer. Par contre, ils peuvent créer des saignements qu'on ne voit pas. Et donc, la personne manque de sang et elle nous est envoyée, puis on peut les enlever. Alors, vous verrez sur Internet plein de trucs qui sont... il ne faut pas écouter. C'est le seul effet secondaire, encore une fois, non prouvé de façon formelle, c'est ces polypes. Alors, cela étant dit, comme je l'ai mis, il ne faut pas prendre pour prendre. Exact. Je peux comprendre que de temps en temps, voilà, on est stressé par-ci, par-là, on peut le prendre, mais dès qu'on a 50 ans et au-delà, l'âge en lui-même est un signe d'alarme. C'est-à-dire, si vous avez des brûlures, à 50 ans et au-delà, mieux vaut consulter. Parce que mieux vaut diagnostiquer la chose pendant que c'est tôt. Voilà. Donc, les gens, c'est comme si vous avez du feu et vous le couvrez, et puis vous prenez, et puis il y a un petit cancer qui était là, et puis vous essayez et puis 3-4 ans après, on voit que le cancer n'est plus traitable. Ce n'est pas le but. Je vous ai parlé de la gastroscopie, c'est sincèrement l'examen le plus simple. Alors, ça ne se fait pas seulement à l'hôpital. Hein. D'ailleurs, si vous êtes bien, à l'hôpital, on prend les patients les plus morbides, l'hôpital public, on prend les patients les plus complexes. Donc, si vous avez 50 ans, juste un petit peu d'anémie et tout, il faut aller voir le médecin de famille au lieu de se traiter de façon empirique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le médecin de famille qui me les a donnés. Alors là, moi je viens de Montréal et puis je sais qu'en Suisse, on a beaucoup de chance. C'est-à-dire, je sais les délais d'attente. Je viens de Montréal où, même pour une autre situation, des rectorages, des gens qui saignent. Actuellement, je pense qu'il y avait mars, on parlait beaucoup de cancer du côlon. Le délai pour les rendez-vous Canada, c'est de l'ordre de 9 mois, alors que la personne a un signe d'alarme. La chance que nous avons ici, en 2 semaines, vous avez le rendez-vous parce qu'il y a assez de gastro-entérologues. Alors, pas assez pour faire des gastroscopies et des coloscopies à tout le monde, mais assez pour faire quand il le faut. Donc, le médecin de famille, oui, peut-être au début, il peut mettre un peu d'IPP parce qu'il n'y a pas d'autres signes d'alarme, parce que la personne est sportive, parce que la personne n'a pas perdu de poids, parce que c'est un tout. Mais si le symptôme persiste, il ne faut pas hésiter à aller revoir le médecin. Et donc là, parce qu'on peut avec un... Si là, tout disparaît à cause des médicaments. Alors, je les prends, je continue à les prendre ou bien j'arrête? Alors ça, je vais laisser le pneumologue répondre. Si vous avez la chance d'avoir une réponse aussi spectaculaire, c'est-à-dire, disons que la toux passe avec un IPP, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un moment et arrêter. Parce qu'il est aussi possible que, si vous voulez, il y a eu une irritation de l'œsophage pendant un certain temps. Donc, je le prendrai, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais peut-être 1-2 mois, puis après, je ferai une pause. Si la toux revient, à ce moment-là, je pense que ça vaut la peine de faire des investigations. Parce qu'il y a peut-être effectivement une hernie hiatale, une mauvaise fermeture entre l'œsophage et l'estomac, ce qui veut dire que le reflux va revenir. Le reflux l'hernie hiatale peut venir aussi avec les années parce qu'on change de forme, on peut prendre du poids ou perdre la hauteur. Enfin, finalement, c'est un changement de position de certains organes qui peut favoriser ça. Donc là, je pense que si clairement la toux répond à un IPP et qu'elle revient quand on l'arrête, il faut faire un bilan plus complet.
à la clé, dans des cas vraiment particuliers où clairement la toux est liée au reflux et qu'il y a une hernie hiatale importante, on peut faire des interventions chirurgicales qui marchent. Mais à ce moment-là, il faut avoir eu la certitude, comme disait le docteur Hassan, que la toux est bien liée à ce reflux, qu'il y a bien un œsophage qui fonctionne, parce que s'il ne fonctionne pas, il ne faut pas opérer. Et puis que, si vous voulez, que la jonction vraiment entre l'œsophage et l'estomac est mauvaise. Donc, en tout cas, pour une toux, si ce n'est pas pour des brûlures d'estomac, mais si l'idée était de traiter une toux et qu'elle va beaucoup mieux, je garderai 1-2 mois le traitement, mais pas forcément à vie. Peut-être avant une prochaine question, j'en ai une moi-même. Est-ce qu'avec la pandémie de Covid qu'on a connue depuis 2020, est-ce que vous avez vu une augmentation du nombre de cas de toux chronique? Alors, on a vu toutes sortes de manifestations respiratoires avec le Covid. On a eu des toux chroniques. On a eu, je dirais, plus de personnes qui avaient des difficultés respiratoires, avec un essoufflement excessif, alors qu'il n'y avait aucune maladie pulmonaire. Mais la toux, on en a vu quand même un certain nombre. Je dirais actuellement, on n'a plus vraiment de consultation, enfin, je n'en ai pas vu beaucoup, pour une toux résiduelle post-Covid. Mais on a encore toujours des gens qui se plaignent de peine à souffler. Et oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a encore une ou l'autre question? Vous préférez échanger ensuite devant un verre à l'apéritif? Alors, si c'est le cas, je vous demanderai d'applaudir les intervenants du soir. Et merci à vous. Au mois de mai, sur l'autisme peut-être.